père et sa fille, qui traversaient au niveau d'un passage piéton, ont été percutés par un véhicule hier dans la soirée. Selon les proches des victimes, le père de famille était venu chercher sa fille qui rentrait de son travail aux alentours de 19h30. Transportée d'urgence vers un centre de soins, la jeune femme a succombé à ses blessures en cours de route. Son père, quant à lui, était toujours hospitalisé au moment de notre passage ce midi. D'après la famille, le conducteur responsable de l'accident a pris la fuite. Ce drame a provoqué la colère des habitants du quartier qui ont organisé une manifestation ce matin. Des pneus ont été incendiés et la circulation a été bloquée. Selon la famille endeuillée, c'est la 3e fois qu'elle perd un proche dans un accident de la circulation sur cet axe. À chaque fois, les véhicules impliqués ont pris la fuite. Les habitants de Sarasotch réclament la construction d'une passerelle piétonne afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Ce n'est pas la première fois que les riverains de Sarasotch manifestent pour réclamer une meilleure sécurisation de cette route où les accidents sont fréquents. Njamapiana Mireille est une jeune entrepreneur qui se lance dans la production de pâtes alimentaires à base de légumes. Pour elle, l'accompagnement et le suivi dans le domaine entrepreneurial sont indispensables pour permettre le développement d'une entreprise. Elle a elle-même rencontré ces difficultés durant son parcours. Le principal problème qui empêche les entrepreneurs de se développer est le manque d'accompagnement technique et d'orientation, mais également les difficultés liées au financement en général. Selon les statistiques officielles, près de 80% des jeunes entreprises disparaissent du marché dans les 2 premières années suivant leur création en raison de ces difficultés. Face à cette situation, une plateforme de mise en relation entre les grandes et moyennes entreprises, les bailleurs de fonds et les porteurs de projets a été mise en place afin de favoriser un accompagnement rapide entre les différents acteurs. Elle a été présentée officiellement aujourd'hui. Plusieurs centaines d'entreprises se sont enregistrées officiellement auprès de l'EDBM au cours de l'année 2025. Cela témoigne du dynamisme des entrepreneurs, puisque 70% de ces entreprises sont dirigées par des Malagasy, tandis que 30% comptent des partenaires étrangers. Comme chaque année, la fête nationale française du 14 juillet est célébrée à la résidence de France à Ivinge, en présence des autorités, des partenaires, ainsi que des ressortissants français, travaillant, résidant ou expatriés à Madagascar. Dans son discours, l'ambassadeur de France à Madagascar a rappelé que la coopération entre la France et Madagascar conserve toute son importance et demeure solide. La France a toujours été aux côtés de Madagascar, a-t-il souligné, rappelant qu'il ne s'agit pas d'un partenariat récent. Madagascar peut compter pour ce faire sur des partenaires constants, fiables et transparents. Pas des partenaires d'un jour, mais des partenaires de toujours. L'Union européenne et ses États membres en sont assurément, qui partagent l'objectif commun d'un Madagascar plus prospère, plus stable et plus démocratique. Nous formons le vœu que les espoirs nés des événements de l'automne se concrétisent et que les objectifs de la refondation tels qu'ils ont été exprimés et réitérés depuis octobre permettent l'organisation d'élections crédibles, équitable, transparente d'ici la fin 2027. Dans son discours, il a notamment cité des exemples illustrant cette coopération, en particulier dans le domaine économique. La France demeure l'un des principaux partenaires économiques du pays au travers de ses 55 filiales, mais également de centaines d'entreprises à capitaux français dans des secteurs diversifiés et structurants pour l'avenir de Madagascar. Elles emploient chaque jour des dizaines de milliers de salariés malgaches qui participent au développement économique du pays. Il est toutefois de notoriété publique que la France fait aujourd'hui l'objet de critiques de la part de certaines personnes proches des dirigeants actuels. S'y ajoute également le rapprochement des autorités malagasy avec la Russie. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France Arnaud Guillois a évoqué les répercussions des conflits au Moyen-Orient et a rappelé les effets déjà observés de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Au sommet Africa Forward de Nairobi, tous les chefs d'État et de gouvernement présents, l'Union africaine également, ont adopté la déclaration de Nairobi pour la paix et la sécurité en Afrique et ont rejeté ainsi les ingérences extérieures, la privatisation de la sécurité et le recours au mercenariat en Afrique. Comme ses pairs africains, Madagascar n'est pas immunisé aux grandes crises dans le monde. La guerre au Moyen-Orient a affecté le cours des produits pétroliers et agricoles, affectant tous les Malgaches dans leur quotidien. C'était déjà le cas en 2022 au moment de l'invasion de l'Ukraine,
dont on nous avait dit qu'elle durerait 3 jours et qui dure depuis plus de 4 ans, engendrant sur mon continent, l'Europe, des millions de victimes, de déplacés ou de réfugiés, et des effets induits dont Madagascar est également la première victime. Je pense au prix des matières premières, mais aussi à l'usurpation du pavillon malgache par des navires de la flotte fantôme russe qui transportent, au mépris de Madagascar et des règles maritimes internationales, des hydrocarbures qui alimentent une guerre illégitime et meurtrière. Ce diplomate français arrive au terme de son mandat à Madagascar. Il a remercié aujourd'hui toutes les personnes avec lesquelles il a collaboré, sans exception. 233 538 candidats prendront part aux épreuves du baccalauréat à partir de ce lundi. Les examens se dérouleront sur 4 jours pour les candidats ayant déjà effectué les épreuves d'éducation physique et sportive. En revanche, ils s'achèveront vendredi matin pour ceux qui passeront l'épreuve écrite de PS. Les différentes entités concernées ont déjà mis en place les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des sujets d'examen. Les candidats ne doivent donc pas se laisser influencer par les rumeurs faisant état de prétendues fuites de sujets avant les épreuves, a souligné le président de l'université d'Antananarivo. Des inspections ont également été réalisées dans les centres d'examen. Les établissements ne remplissant pas les conditions requises ont été retirés de la liste des centres retenus, a-t-il précisé. Les candidats sont invités à se présenter dans leur centre d'examen dès 6 heures du matin lors de la première journée des épreuves, ce lundi, a rappelé le président de l'université. Les résultats du BEPC étaient déjà consultables en ligne depuis hier soir. Ce matin, les tableaux d'affichage ont pris le relais. Parmi les centres d'examen où les résultats ont été affichés figure le lycée Jijirabe Loanalakeli. La joie était visible chez les élèves venus découvrir leur nom sur les listes. Les résultats d'admission en classe de seconde y étaient également affichés. D'après les informations affichées sur le tableau, les inscriptions et le dépôt des dossiers pour l'entrée en classe de seconde au lycée Raberville débuteront le 27 juillet pour les élèves ayant demandé leur admission dans cet établissement. C'est dans le nord de Madagascar que se concentre principalement la production de cacao. Aujourd'hui, cette filière n'est plus seulement une culture de subsistance, mais elle est devenue un secteur économique important. En moins d'une décennie, la filière a connu une transformation majeure. Plus de 14 000 tonnes de cacao sont actuellement exportées chaque année, contre seulement 7 000 tonnes en 2016. Les exportations génèrent désormais plus de 100 millions de dollars américains de revenus annuels. Malgré ces performances, Madagascar reste encore parmi les petits producteurs mondiaux. Ce n'est pas la quantité produite qui fait sa force, mais plutôt sa qualité. Madagascar est le seul pays africain dont 100% du cacao produit est classé Fine or Flavor Cocoa, une distinction attribuée par l'Organisation internationale du cacao. Cette reconnaissance a progressivement un impact sur les revenus des producteurs. En moins de 10 ans, le prix du cacao payé aux producteurs est passé d'environ 1500 ariars à près de 40 000 ariars le kilo. Aujourd'hui, le revenu global généré par les producteurs dépasse 420 milliards d'ariars par an. Pour préserver cette réputation, chaque étape de la production fait l'objet d'un suivi rigoureux. Le Conseil national du cacao accompagne et forme les producteurs, contrôle la qualité des fèves et prépare la filière à répondre aux nouvelles exigences de l'Union européenne, notamment en matière de traçabilité et de contrôle de l'origine des produits. Chaque année, Madagascar exporte son cacao principalement vers l'Europe, le Japon et les États-Unis. L'Argentine, championne du monde en titre et tenante du trophée, face à l'Espagne qui rêve de retrouver le sommet du football mondial, 16 ans après son dernier sacre. Une finale exceptionnelle et historique pour conclure un mois de compétition lors de cette Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'Albiceleste a débuté son parcours avec confiance et une efficacité totale. Première de son groupe, elle reste invaincue depuis le début de ce mondial. Le Cap-Vert a été son premier obstacle.
Une rencontre spectaculaire marquée par 5 buts et un suspense jusqu'au bout, finalement remportée par l'Argentine sur le score de 3-2. La confrontation face à l'Égypte n'a pas été plus simple. Malgré la forte résistance des Africains, les Argentins ont réussi à renverser la situation dans les dernières secondes pour s'imposer une nouvelle fois 3-2. Une rencontre qui a démontré la capacité de l'équipe de Lionel Messi à réagir sous pression. En quart de finale, la Suisse s'est dressée sur la route de l'Albiceleste. Cette fois-ci, l'Argentine a totalement maîtrisé son sujet et s'est imposée 3-1, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales. La rencontre face à l'Angleterre en début de semaine était déjà annoncée comme une finale avant l'heure. Fidèle à son statut, l'Argentine a renversé la situation pour l'emporter 2-1 et accéder à sa deuxième finale consécutive. De son côté, l'Espagne a continué d'impressionner avec un football technique et parfaitement maîtrisé. Dès le début de la compétition, la Rora et ses jeunes talents ont séduit les observateurs. L'Autriche a été son premier adversaire et les doutes n'ont pas duré longtemps. Une victoire nette 3-0 a permis à l'Espagne de lancer idéalement son parcours vers les quarts de finale. En huitième de finale, l'Espagne a affronté le Portugal, l'une des grandes nations du foot européen. Un seul but a suffi au bonheur des Espagnols, inscrit par Lamine Yamal. En quart de finale, c'est la Belgique qui attendait la Rora. Une rencontre de haut niveau conclue par une victoire espagnole 2-1, synonyme de qualification pour le dernier carré. En demi-finale, l'Espagne a véritablement montré toute l'étendue de son potentiel. La France, considérée par beaucoup comme l'une des favorites au titre, a été battue par la Rora sur le score de 2-0. Demain, l'Espagne disputera la deuxième finale de Coupe du Monde de son histoire. L'Argentine, de son côté, tentera de conserver son titre mondial pour la deuxième fois consécutive et d'offrir à Lionel Messi une place encore plus légendaire dans l'histoire du foot. Qui écrira l'histoire? Qui réalisera l'exploit? Réponse demain. C'est à cet endroit que l'agent chargé d'ouvrir la borne fontaine a découvert ce corps, visible sur ces images, ce matin à 4h45. Il a immédiatement alerté les habitants ainsi que le chef du Fouktane. D'après les constatations des riverains, le jeune homme aurait été tué ailleurs avant que son corps ne soit abandonné sur les lieux. Sa tête était ensanglantée et l'une de ses jambes était déformée. La victime n'est pas un habitant du Fouktane. Préoccupés par la sécurité dans leur quartier, les habitants demandent l'utilisation des caméras de surveillance. Selon le chef de Fouktane d'Indouta Penaka 1, c'est la première fois qu'un tel drame se produit dans ce quartier. Une simple dénonciation du bout des lèvres, un seul cri, et la colère s'embrase. La foule se presse et en quelques secondes seulement, la rue se transforme en tribunal populaire. Pas de juge, pas d'avocat, pas de verdict, mais une sanction immédiate. Une scène qui illustre une société ayant perdu confiance dans la loi et dans les structures existantes, selon les observateurs sociaux. La société malagasy est malade à en juger par les cas de justice populaire qui se multiplient ces derniers jours. La violence n'est pas une solution, elle va même à l'encontre des valeurs malagasy qui accordent une grande importance au respect de la vie humaine. Il est donc nécessaire que chacun prenne conscience de ses responsabilités, aussi bien l'autorité que l'ensemble de la population. Au regard de la loi, la justice populaire constitue une infraction. Il appartient uniquement aux forces de l'ordre et à la justice d'établir la vérité et de prononcer une sanction conforme à la loi. La conférence des évêques de Madagascar a publié aujourd'hui une déclaration concernant les affaires d'enlèvement d'enfants et de personnes qui se multiplient dans le pays. La société malagasse se dégrade, affirme-t-il, et cela nécessite une prise de responsabilité de la part de chaque citoyen. Ces responsables spirituels appellent également à porter une attention particulière aux personnes vulnérables qu'ils décrivent comme étant sans appui. Dans cette déclaration, les évêques de Madagascar appellent les autorités étatiques à prendre leurs responsabilités avec des actions concrètes et efficaces et non de simples discours. Ils appellent également les citoyens à faire preuve de discernement face aux atteintes à la vie humaine, qu'il s'agisse des criminels ou de simples accusations lancées contre certaines personnes.
Selon les évêques, de tels actes ne permettront en aucun cas de sortir le pays de la pauvreté. Une information officielle publiée sur la page des réseaux sociaux de la Gendarmerie nationale mardi dernier. 3 hommes ont été arrêtés puis placés en détention provisoire à Tiafa pour une tentative présumée d'enlèvement d'une fillette de 7 ans à Congourève, dans la commune de Mantassou. Selon cette publication, les 3 individus auraient été poursuivis par les gendarmes avant d'être interpellés à Impazave. Une version contestée par la famille des personnes arrêtées. Selon leurs explications, leurs proches n'avaient aucunement l'intention d'enlever un enfant, mais étaient venus à Congourève pour assister à un enterrement. L'un des interpellés aurait même été présenté comme faisant partie de la famille endeuillée. Selon les explications de la famille, celle-ci dispose de preuves et de témoignages. Elle affirme avoir tenté de les transmettre à la gendarmerie nationale ainsi qu'à la justice, mais personne ne les aurait écoutés. D'après les proches, ils auraient été victimes d'une fausse accusation ayant conduit à l'incarcération de leurs proches. Parmi les personnes placées en détention provisoire à Tiafa figurent un père de famille, conducteur de moto, ainsi que ses collègues. Il a été filmé par les caméras de surveillance lors de son entrée et il n'a pas été difficile de l'identifier malgré le fait qu'il portait un masque. Cet homme est présenté comme le principal donneur d'ordre. Il aurait effectué une perquisition avec ses compagnons qui seraient entrés de force dans la maison de ce ressortissant chinois, Mbuiba Wanterouk. Après leur départ, les coffres-forts, les valises et les affaires de la maison avaient été ouverts et fouillés. Il aurait emporté 263 millions d'ariars, 800 dollars américains, 5500 RMB chinois et 10 000 bahts thaïlandais, ainsi que des bijoux, plusieurs téléphones de grande valeur, une arme à feu et des munitions. Dans cette vidéo prise en caméra cachée, ce complice cite la présidence de la République. L'homme présenté comme le chef du groupe entré de force Mbuiba aurait affirmé être proche du pouvoir et même conseillé auprès de la présidence de la République. Son image et son nom ont également circulé sur le réseau social Facebook. Quelques minutes plus tard, l'homme a publié une déclaration sur Facebook pour se défendre. La diffusion de cette vidéo a été suivie d'un communiqué de la présidence de la République indiquant qu'elle n'avait mandaté personne pour effectuer des perquisitions. Elle a également souligné que toute personne se présentant comme conseiller technique au sein de cette institution était un usurpateur. La présidence de la République a même dépêché son directeur de la communication à la caserne de la gendarmerie à Fiadanan afin de déclarer que l'homme cité n'était pas l'un des siens. Le ministère de la Justice est venu appuyer cette position à travers un communiqué rappelant les conditions fondamentales d'une perquisition. Cependant, une autre photo a également circulé sur Facebook. Cette image montre l'homme cité dans cette affaire aux côtés du président de la refondation de la République, une photo qui risque de balayer toutes les défenses avancées par les autorités. À Masjan, l'un des quartiers les plus touchés, l'inquiétude grandit de jour en jour. Depuis le premier épisode de forte montée des eaux enregistré les 8 et 10 mai derniers, les habitants assistent impuissants au recul progressif du littoral. Certains déplacent leurs affaires, d'autres abandonnent leurs maisons avant qu'elles ne soient à son tour menacées. Pour ceux qui n'ont pas d'autre endroit où aller, il ne reste qu'une seule option, attendre et surveiller leur habitation, dans la crainte de voir la mer gagner encore du terrain. À ce jour, 5 habitations sont déjà tombées sous l'effet de l'érosion marine. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette avancée progressive de la mer. Selon les observations locales, l'embouchure de Mananzar serait également en train de se déplacer progressivement vers le nord. Elle se trouve désormais à l'est de l'ancien bureau du district, un changement qui témoigne de l'évolution du littoral dans cette zone. En cette période de vacances, les réservations enregistrées par cette agence de voyage connaissent une hausse pouvant atteindre 80%. De plus en plus de vacanciers préfèrent aujourd'hui confier l'organisation de leur séjour à des professionnels plutôt que de voyager par leurs propres moyens. Outre Nousbé, Sainte-Marie, Touliar, Intranan et la région Sava attirent également de nombreux voyageurs. Les tarifs s'élèvent à 1 145 000 ariars, à 1 665 000 ariars par personne pour Touliar, 1 430 000 ariars pour Sava,
1 195 milliards pour Nucibé, 1 345 milliards pour Anteranen et entre 1 180 milliards et 1 765 milliards pour Sainte-Marie. Face à cette forte demande, les agences de voyage organisées ont dû renforcer leurs moyens de transport en ajoutant des véhicules supplémentaires afin d'assurer les départs. Toutefois, les arnaques liées au voyage organisé restent une réalité. Les professionnels invitent les consommateurs à examiner attentivement les offres avant toute réservation, à vérifier la fiabilité de l'agence et à ne pas se laisser séduire par des propositions trop alléchantes afin d'éviter toute mauvaise surprise.